Bien. Si vous voulez bien, on va essayer de tenir les délais. On va démarrer la table ronde qui clôt cette journée et essayer de finir bien dans les temps à 16h30 comme promis, au cas où vous auriez des trains à reprendre ou des impératifs. Alors, avant de démarrer et de retirer le QR code, parce qu'Amélie Silver va avoir besoin de son ordinateur, je reprécise une chose. Pendant le déroulé de la table ronde, que je vais introduire et je présenterai les participants tout de suite après, vous avez la possibilité de poser des questions en direct en utilisant le QR code qui est affiché à l'écran. Donc je vous invite à le scanner, à garder le navigateur ouvert sur vos ordinateurs ou téléphones. Et comme ça, pendant la table ronde, vous pourrez nous interroger en direct. Ça ne veut pas. Ça y est, tout le monde a pu. Alors, le temps que notre grand témoin nous rejoigne, et on va pouvoir démarrer. Bonjour. On attendait en bas en fait. Ça y est, tout le monde est à peu près installé. Mais écoutez, je vous remercie d'être restés nombreux pour assister à l'intégralité de cette journée et notamment à cette table ronde de clôture, dont le titre est « De la théorie à la pratique, comment l'IA transforme-t-elle nos métiers ?» Retour d'expérience sur la journée de l'an dernier. L'idée de cette table ronde, ça a été d'inviter à participer, pas forcément des spécialistes de l'IA, mais des gens qui représentent la diversité des métiers qui sont présents aujourd'hui et qui étaient présents l'an dernier, à témoigner de ce qu'ils ont vécu l'an dernier, du retour d'expérience qu'ils en font, et surtout de ce qu'ils ont pu mettre en œuvre entre la journée du numérique de l'an dernier qui portait déjà sur l'intelligence artificielle et cette année, et de voir un petit peu quels avantages, quelles limites et quelles perspectives ils voient dans l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leurs différents métiers. Alors je vais les présenter, vous allez voir qu'ils représentent un petit peu la diversité des métiers qu'on peut avoir dans l'éducation nationale et des niveaux de scolarité. Alors c'est un peu dans l'ordre alphabétique, hein. Il n'y a pas de préséance. On a avec nous Christophe Courdan, qui est au bout de la table et qui est proviseur du lycée du Pays de Condé. Alors Christophe Courdan, il faut savoir qu'il a accepté de participer à cette table ronde il y a quelques mois, à un moment où il ne savait pas qu'il allait être appelé en mission à Mayotte, et suite aux événements qui se sont déroulés. Et il souffre peut-être encore un peu du décalage horaire, parce qu'il est rentré il y a juste quelques jours. Et malgré tout, il a tenu à maintenir son engagement et à être présent avec nous aujourd'hui. Donc je le remercie tout particulièrement. À ses côtés, alors Axel Jean, mais je le représenterai après. Juste après, David Campagne, qui est inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional en sciences et vie de la Terre. À côté, Delphine Chiocci, qui est enseignante en histoire-géographie et formatrice académique au numérique éducatif. Et à mes côtés, Freddy Laporte, qui est enseignant premier degré et enseignant référent pour les usages du numérique. Et puis Axel Jean, je le représente, mais il est déjà intervenu ce matin, Axel Jean, qui est chef du bureau du soutien à l'innovation numérique et à la recherche appliquée à la direction du numérique pour l'éducation. Et il participe à cette table ronde en tant que grand témoin. L'idée étant de pouvoir rebondir sur certaines interventions, propositions et donner aussi le point de vue de l'éducation nationale et du ministère en particulier. Voilà, les participants étant présentés, on va tout de suite passer à la première question. Donc, vous avez participé toutes et tous à la journée du numérique de l'an dernier autour de l'IA. Finalement,
Qu'en avez-vous retenu? Y a-t-il des éléments présentés lors de cette journée qui ont suscité un intérêt pour vous et qui vous ont amené au cours de cette année ou des semaines, des mois qui ont suivi, à engager une réflexion autour de l'intelligence artificielle? Je propose de prendre dans l'ordre, avec Christophe Courdan, de commencer. Bonsoir à tous. Oui, vous m'entendez? Voilà. Tout d'abord, préciser quand même que je ne suis pas du tout un geek et je n'étais pas non plus un grand spécialiste de l'informatique. Je suis venu l'année dernière plus pour avoir un peu une culture d'homme du monde et pouvoir me dire, bon voilà, je sais un peu de quoi parle l'intelligence artificielle et je suis capable, quand on en parle, etc., de réfléchir un peu, de participer aux discussions. Je suis venu l'année dernière vraiment par curiosité et je suis ressorti de là en me disant, alors ce qui m'a plu, c'est que vous ayez en fait... permis en fait cette possibilité de manipuler et cette possibilité en fait de faire des choses concrètes, et à partir de là je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer, et à force d'essayer j'ai découvert en fait que ma première crainte, qui était encore une perte de temps à devoir découvrir des logiciels, des choses compliquées qui allaient compliquer ma vie, était en fait très rapidement un gain de temps, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc en fait j'ai eu cette conviction en sortant de cette formation l'année dernière que l'IA on peut pas y échapper, que de toute façon ce sera toujours quelque chose qui va nous suivre et qui va se développer de plus en plus vite. La conviction qu'il y a vraiment une révolution technologique aujourd'hui dans laquelle on est tombé dedans, et c'est peut-être plus difficile quand on a mon âge que quand on est jeune enseignant ou que quand on est lycéen ou élève, parce qu'on est né avec l'informatique, nous on ne l'était pas. Et voilà, à partir de cette journée-là, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de tester, pourquoi pas essayer de l'utiliser au quotidien, pourquoi pas essayer de dialoguer avec l'intelligence artificielle. Et j'ai retenu aussi l'année dernière des petites choses, mais qui m'ont paru vraiment importantes, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, donc ça c'est important. Ça veut dire que ça, il faut le retenir, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on ait une intelligence avant, il faut qu'on ait un esprit critique avant, mais je pense qu'on en reparlera après. Mais ça m'a un petit peu rassuré. Et voilà, ce qui m'a vraiment rassuré aussi, c'est que c'est très facile d'accès. Et le fait d'avoir pu partager l'année dernière sur cette journée-là différents logiciels qu'on ait pu tester, qu'on ait pu nous le montrer, ça m'a donné l'envie d'essayer. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Alors peut-être juste un dernier petit mot. Vous savez que quand on est chef d'établissement, on est un peu seul. Quand on est proviseur d'un lycée, on a beau être 1600 élèves, de 153 enseignants, on est un peu seul dans son bureau. L'intelligence artificielle permet aussi à un moment donné de dialoguer. Elle permet aussi, en fait, par les prompts, par ce que vous allez lui dire, d'avoir aussi alors pas une intelligence, mais quelqu'un qui va vous dire ça se fait comme ça ailleurs, etc. Et puis dans ce que vous écrivez, ça peut être interprété de telle manière. Et c'est très enrichissant en fait quand vous êtes des fois seul dans votre bureau, de pouvoir dialoguer avec une machine qui va regarder ce qui s'est déjà fait, ce qui existe, ce qui est possible, et puis qui parfois va vous titiller. Et enfin, dernier petit mot avant de passer la parole, je suis vraiment convaincu aussi aujourd'hui que l'intelligence n'a pas d'émotion, n'a pas de... Alors je sais qu'on travaille dessus, et c'est ce qui manque, et c'est ce qui faisait... Moi j'avais un peu peur de l'utiliser en me disant, elle va être froide. Ça va être une intelligence, ça va être quelque chose de froid, et moi je voulais du vivant. Et voilà, et j'étais plutôt un lecteur, on va dire, et un assidu de Michel Serres, vous avez sans doute lu Petite Poussette, qui explique cette déshumanisation de la société parce que les écrans ont pris une place prépondérante, qu'on constate maintenant de plus en plus au quotidien. Des élèves qui sont complètement désinhibés dans leurs paroles via des écrans, et qui en face à face sont plus capables de discuter, etc. Ça m'interpellait pas mal, et au départ c'est ce qui m'éloignait un petit peu de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci. David? Bonjour à tous. Alors, moi, c'est exactement comme Christophe. En fait, quand je suis venu sur cette journée de formation, je n'y connaissais pas grand-chose. Et finalement, cette journée me fait dire que j'ai été heureux et rassuré. Heureux d'une part parce que j'y ai trouvé dans cette journée tout ce dont j'avais besoin pour comprendre ce qu'était l'IA. Vous savez qu'en tant qu'inspecteur, on est souvent sollicité par les enseignants qui s'inquiètent à juste titre de l'utilisation de l'IA. L'exemple typique, c'est les devoirs maison. Alors, ils utilisent l'IA, ils trichent. Monsieur l'inspecteur, venez nous aider. Et donc, j'avais besoin de savoir ce qu'était l'IA vraiment. Et donc, j'ai démystifié effectivement cette IA. Et je rejoins Christophe sur le fait que le mot intelligence est à discuter largement. Démystifier, j'allais dire, cette utilisation et pouvoir accompagner les enseignants dans leur quotidien. Et donc j'étais rassuré aussi parce que je me dis que finalement, cette journée du numérique, quand on voit le nombre d'ateliers, on se dit que finalement, il y a un nombre très important d'enseignants qui ont déjà une pratique, qui ont déjà une réflexion et sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Effectivement, si on veut travailler sur l'IA, il faut effectivement penser qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a à plusieurs, on est certainement, j'allais dire, mieux outillé pour pouvoir répondre aux défis de l'IA dans la société et dans surtout le quotidien des élèves. Car les élèves utilisent de plus en plus souvent l'IA et ça va impacter forcément les cours, ça va forcément impacter les pratiques pédagogiques. Et donc notre rôle en tant qu'inspecteur, c'est de pouvoir répondre à toutes vos demandes. Et comme on ne sait pas tout, il faut faire des journées. Et des journées comme celle-là, elles étaient très très bien. Donc, voilà. Merci. Bonsoir à toutes et à tous.
Alors moi pour le coup j'ai une expérience un peu différente. J'ai été invitée l'année dernière en tant qu'intervenante sur un atelier et pour tout dire ça fait quelques années que je travaille sur le numérique éducatif, alors, principalement en disciplinaire à la base, en histoire-géographie. Donc du coup il s'agissait d'une continuité. Quand on travaille sur le numérique on finit par s'intéresser à ces pratiques qui sont les pratiques d'intelligence artificielle. Donc, du coup, l'année dernière, je suis venue en tant qu'intervenante et animatrice d'atelier avec des éléments qui ont été travaillés en atelier et présentés en atelier, qui sont finalement différents de ceux que je présente cette année. Donc, en fait, c'était plutôt... ce que ça m'a apporté, en tout cas, c'est l'échange de pratiques et le... Alors, même si je n'ai pas pu faire tous les ateliers l'année dernière, le fait d'assister à des conférences, en fait, et d'assister à cette synthèse de veille numérique que peuvent faire les intervenantes qui se présentent dans ces journées-là, permet de nourrir une réflexion et surtout de la structurer. Donc moi qui suis formatrice mais principalement professeur, c'est aussi une idée de structurer des pratiques et d'apprendre en fait de la part de mes pairs et de la part de ceux qui viennent présenter, prendre le train en marche de pratiques qui existent et auxquelles on peut être formé. Donc voilà, moi je l'ai abordé un petit peu dans ce sens-là et à un an de recul, je vois un peu, là, on en parlera aussi tout à l'heure, la différence de pratique dans l'évolution. L'évolution des pratiques des élèves et aussi des enseignants, les miennes, les enjeux en fait que j'y vois, les enjeux écologiques qui ont été évoqués aussi précédemment. Voilà, c'est plutôt là-dedans dans une dynamique de structurer les pratiques, de trouver une réponse commune et de profiter de la force du collectif. Donc moi je sais que par exemple ça m'a donné le courage de mettre un peu les mains dans la forge des communs et autres éléments que je ne connaissais pas jusque-là, parce que je m'en sentais pas capable. Bien, bonsoir. Me concernant, je suis un pur geek. Et donc, quand j'ai vu arriver l'intelligence artificielle, je me dis chouette, les robots d'Asimov, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est maintenant. Et ces ateliers de la journée numérique m'ont permis avant tout de replacer une chose en avant, c'est l'humain et c'est le rôle du professeur. Parce qu'il faut des humains pour programmer des IA. Et il faudra encore des professeurs devant les classes, même si, on va dire, on peut considérer qu'on sera peut-être des professeurs augmentés avec l'IA, mais on restera avant tout sur le devant de la scène. Très bien, alors je vous avais dit que vous voyez, on a une variété des profils des participants. Alors la deuxième question, finalement, vous nous avez dit l'intérêt que vous avez vu dans les présentations variées et riches qui ont été proposées l'an dernier et qui ont été reproposées pour certaines cette année. Ça a ouvert un certain nombre de perspectives, de réflexions chez vous. Et la question, c'est est-ce que vous avez des exemples concrets, finalement, d'usage, de pratiques que vous avez mises en œuvre, soit dans la classe, soit dans le cadre des formations que vous encadrez, ou dans vos fonctions d'encadrement en tant que personnel de direction ou inspecteur. On va peut-être commencer par Delphine Chiocci. Alors, des pratiques, oui, en fait, et qui sont des pratiques en évolution. Alors, moi, dans mon métier de professeur, je m'en sers principalement pour faire de la synthèse d'informations, que ce soit de la transformation, en tout cas, de mes propres cours pour les adapter, les différencier ou les transmettre de différentes manières aux élèves qui en auraient besoin. Donc voilà, synthétiser, automatiser certaines tâches. Alors, je suis professeur d'histoire-géographie, je fais parfois des QCM, des questionnaires de connaissances. Ça fait partie des tâches que je peux automatiser, que je peux déléguer à un outil d'intelligence artificielle pour pouvoir ensuite me concentrer sur autre chose. Donc voilà, dans ma pratique, dans mes préparations, c'est plutôt sur ces éléments que je vais les utiliser dans mon travail, dans la préparation de mon travail personnel. Pour les formations, pour le coup, je les utilise assez peu. Alors, dans les formations numériques, mais dans les autres éléments de formation desquels je peux m'intéresser et m'occuper. Mis à part pour cet aspect de synthèse, récupérer un maximum d'informations, les transmettre de différentes manières. Pour ce qui est des utilisations avec les élèves, par contre, c'est un peu plus varié, en fait. Et ce sont des utilisations que j'essaie de nourrir, qu'on essaie en fait de nourrir en équipe, en travaillant de manière disciplinaire ou interdisciplinaire avec les collègues, soit en établissement, soit de manière un petit peu plus large. L'idée, mon cheval de bataille, quelque part, c'est le travail de l'écrit en histoire-géographie. J'ai enseigné quelques années en REP+, où l'écrit était véritablement un problème. Enfin, c'est ce qui va faire une véritable discrimination entre les capacités des élèves.
l'idée moi, sur laquelle je me suis appuyée ces dernières années, c'était de trouver des moyens de faire accéder à l'écrit, de faire travailler l'écrit, de parfaire l'écrit. Donc en fait, c'est principalement les éléments que j'utilise en classe, avec notamment le feedback, en tout cas, donc le retour, la rétroaction d'IA sur des productions d'élèves. Ce qui va permettre aussi de tordre le cou quelque part à l'idée que les élèves trichent avec... Enfin, la réalité en tout cas des tricheries avec l'IA, de montrer aux élèves qu'en fait, tricher avec une IA, c'est extrêmement visible et de manière totalement transparente pour un enseignant, mais par contre, l'utiliser comme un tuteur, comme quelque chose qui va coacher, qui va venir corriger d'une manière ou d'une autre, de manière intelligente aussi... Et en fait, en fournissant des pistes d'amélioration, c'est un travail qui, d'une part, est beaucoup plus valorisant et qui ensuite est véritablement utile dans la préparation de l'après, c'est-à-dire des évaluations qui, elles, seront faites sans IA. Donc, c'est principalement ces pratiques-là que je vais avoir. Ce que j'ai pu observer ces dernières années, et j'en ai des exemples assez concrets, c'est l'augmentation de la capacité de relecture, qui est assez essentielle dans le travail de l'écrit, parce qu'on aura travaillé pendant plusieurs séances ou de manière différente aussi la recherche en tout cas de perfectionnement d'un écrit. Alors le jour de l'examen, le jour de l'évaluation, les élèves vont généralement avoir tendance à se relire un peu mieux, un peu plus, ou en tout cas avoir au moins ce réflexe de se dire je vais quand même aller vérifier ce que j'ai écrit. Donc ça, c'est quelque chose d'assez concret qui est mesurable alors, en termes de notation, mais aussi en termes même d'attitude vis-à-vis des épreuves. J'ai des élèves qui ne rédigeaient pas, qui rédigent. Alors voilà, c'est imparfait, il reste des choses à faire, il reste beaucoup de travail, et puis enfin, c'est effectivement pas un outil magique qui va régler toutes les inégalités scolaires, bien entendu. Par contre, ça permet de donner aux élèves la confiance en eux, qui parfois manquait, qui faisait défaut en tout cas dans le passage à l'écrit. Donc voilà, ça c'est les principales pratiques que j'ai pu observer en tout cas sur le long terme, puisque je les utilise ces logiciels, enfin plusieurs logiciels en tout cas de travail de l'écrit depuis 2022 maintenant. Donc du coup il y a quand même une évolution et j'ai pu voir des évolutions de pratiques. Alors en l'occurrence, moi j'utilise beaucoup Perplexity. Pour plusieurs raisons, mais il y en a d'autres qui existent. Et là, je me lance cette année sur les modèles de Mistral. Mais alors, pour le coup, avec les élèves, c'est Perplexity que j'ai utilisé. Voilà. C'est un prompt qui va réexpliciter les éléments de l'exercice. Donc, en l'occurrence, moi, je travaille sur les développements construits en histoire ou en géographie. Ça peut être aussi un paragraphe. Donc les critères en tout cas attendus qui sont les critères de l'évaluation de l'épreuve, et un prompt qui demande à l'IA de simuler en tout cas un professeur qui donne des conseils pour améliorer l'écrit en tenant compte des éléments qui sont le sujet doit être traité de telle et telle manière, le paragraphe doit avoir tel et tel critère. Et donc cette rétroaction là va généralement se présenter en deux parties. Une partie toujours positive, en tout cas, qui montre ce que l'élève a réussi, et une partie de pistes d'amélioration. Donc, c'est pas une correction à proprement parler. Par contre, ce sont des pistes d'amélioration qui peuvent permettre, par cette lecture d'une rétroaction, du coup, qui est d'une assez bonne qualité, même s'il y a des choses à en dire, il y a toujours des choses à en dire. Ça permet en tout cas un travail ultérieur du texte qui va être réécrit du coup par l'élève, qui peut ensuite soumettre de nouveau en tout cas cette proposition-là. Voilà. Monsieur Laporte. Bien. Alors, quant aux IRON du département, on a d'abord une spécificité, c'est que nous sommes sous l'autorité de nos IEN, et en même temps, nous appartenons à un groupe qui s'appelle la Mission Numérique 59, qui est piloté également par des IEN et un délégué départemental. Et dans ce cadre-là, nous avons des moments de réflexion, une espèce de communauté apprenante où les IRON se rassemblent pour discuter de divers sujets numériques. Et donc, depuis l'année dernière, donc, nous avons un groupe de travail axé sur l'IA. Et nos pistes de réflexion sont comment l'IA va pouvoir aider les élèves, les enseignants, les directeurs d'école, les circonscriptions
tout en étant conforme à ce qu'on appelle le RGPD. Donc on essaie de travailler sur énormément de pistes, des solutions locales par exemple, avoir un serveur où on aurait notre propre IA permettrait de maîtriser l'outil totalement et d'être conforme au RGPD. Nous avons déjà un peu injecté dans nos formations envers les directeurs et les enseignants l'art du prompt, parce que en rencontrant des collègues, on s'est rendu compte que ils étaient parfois déçus des résultats donnés par l'IA, alors qu'un bon prompt donne d'assez bons résultats. Et pour la petite histoire aussi, lors d'un petit moment récréatif, on a présenté des applications de générateurs de musique et de chansons. Et nos enseignants étaient intéressés à la fois parce que ça leur permet de monter des projets de création musicale, théâtrale, et en même temps ça posait la question en tout cas des droits SACEM pour les fêtes d'école. Et donc ça interroge encore une fois cette idée de propriété intellectuelle. Alors, que fait un inspecteur avec l'IA ? C'est simple, que fait un inspecteur ? Il rédige des rapports, donc il confie à l'IA ces rapports. Non, pas du tout. Non, je vous rassure que non. Non, pour deux raisons. Un, parce que rédiger un rapport d'inspection, ça prend plusieurs heures. On y revient régulièrement, on revient sur le rapport, on améliore. Et en fait, l'IA ne traduit pas, ou je ne me reconnais pas dans les écrits des IA par rapport à mon écriture à moi et mon style. La deuxième chose, c'est que quand je mets un mot, je le pèse clairement, et je sais pourquoi je mets ce mot-là. Et à rédiger un rapport d'inspection avec un prof, je vais mettre une semaine à rédiger, je vais y revenir 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ça me permet de me souvenir de ce prof. Vous savez que les inspecteurs viennent tout le temps dans vos classes, une fois tous les 5, 6, 7 ans. Et donc, pour se souvenir des profs, c'est assez compliqué. Et le fait de rédiger soi-même les rapports d'inspection hors IA, ça permet aussi d'avoir cette connaissance. Donc non, même s'il y a des inspecteurs qui ont testé, les rapports d'inspection sont très impersonnels et finalement, on ne s'y retrouve pas. Par contre, que fait un inspecteur ? Il fait exactement comme certains d'entre vous dans cette salle, il enregistre. Il enregistre des conférences, il enregistre des réunions, il enregistre des réunions d'équipe. Parce que ça va lui permettre de traduire ces fichiers audio par l'IA en fichiers texte, qui va les résumer, il va en faire une synthèse. Ça, c'est des choses que font les inspecteurs de plus en plus. On va confier à l'IA la rédaction, si vous voulez, ou la création de diaporamas pour des supports de présentation, des choses comme ça. Dire que l'IA nous impacte effectivement dans nos pratiques. Alors, est-ce que ça nous fait gagner du temps ? Quand on maîtrise, oui. Quand on maîtrise pas, bof. Voilà. Est-ce que c'est toujours pertinent ? On est en pleine construction, comme vous, dans vos classes. On est carrément en pleine construction. J'ai eu un mail ce midi, recteur, vous devez faire une note pour madame le recteur dans 48 heures sur l'année de la mer. Bon, ok. Je vais confier à l'IA ce qu'est l'année de la mer, et je l'ai confié. L'année de la mer, c'est sympa, mais si je donne ça à la rectrice, je pense que je vais aller à Saint-Pierre-et-Miquelon très rapidement. Donc, je ne peux pas le faire parce que c'est pas ce qui est attendu, parce que l'IA ne maîtrise pas, parce que mon prompt, il est pas bon non plus. Il faut que j'améliore mon prompt, mais j'ai passé plus de temps à améliorer mon prompt finalement qu'à le faire moi-même. Donc, voilà, on est encore dans cet espace où on maîtrise pas suffisamment l'IA pour en voir vraiment un gain, mais on commence quand même à avoir des idées. Je vous donne un autre exemple. J'ai un diaporama sur la présentation sur un concours que je fais sur le don d'organes. L'IA m'a permis de balayer tous les aspects auxquels je n'aurais pas nécessairement pensé. Donc, ça me permet aussi d'avoir une vision complète de certains sujets. Et puis, vous savez aussi, inspecteur, sciences de la vie de la Terre, publications scientifiques sur notre discipline, il y en a tous les jours, il y en a partout, tout le temps. Je ne peux pas être au courant de tout. Et donc, l'IA a cette force, c'est que je peux lui demander d'avoir un point scientifique sur un sujet. On va aborder tel sujet, par exemple, les récepteurs transmembranaires. On en est où scientifiquement sur les récepteurs transmembranaires avant d'entamer ce sujet-là avec des collègues. Et l'IA va pouvoir me permettre de faire des synthèses avec... Alors je rejoins ce que disait Delphine sur le fait que certaines IA sont très intéressantes de par ce qu'ils citent leurs sources assez rapidement. Et une fois qu'on a pris l'habitude de les utiliser, on sait que les sites de référence sont les bons et on peut aller retrouver rapidement des choses. Donc ça fait effectivement gagner beaucoup de temps, mais... pas encore tout à fait. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qu'on va devoir faire, parce qu'un inspecteur, par essence, ça doit réfléchir.
Et l'IA, si je confie les réflexions à l'IA, je ne sais plus à quoi je vais servir. Voilà. Voilà, alors que fait un chef d'établissement? Je ne vais pas faire comme David. Non, moi j'utilise vraiment au quotidien de plus en plus, notamment ChatGPT, et je l'utilise aussi parce que, alors je suis un peu dyslexique du clavier, c'est-à-dire que j'écris très vite et je tape très vite, mais en fait souvent je fais des fautes de frappe, ou je fais parfois aussi des incorrections, j'oublie un S, et tout ça, je me suis rendu compte que quand je propose en fait mon texte en disant simplement reformule ou corrige, il me fait des propositions, et puis des fois je dialogue vraiment avec l'IA en lui disant mais corrige, mais dis-moi pourquoi tu as corrigé. Et là il me présente, il me dit dans cette phrase-là, quand vous dites ça, vous sous-estimez ça, mais peut-être qu'en disant autrement, vous allez appuyer plus sur tel ou tel point. Et en fait, j'ai découvert là, en quelques mois, mais vraiment en quelques mois, que l'IA, quand on est toujours sur le même, retient votre façon, retient vos mécontentements, parce que des fois je dis non, c'est pas ce que je te demande, c'est ça que je voudrais, etc. Et en fait, il va évoluer, il va finir un peu par écrire comme vous, il va finir un peu par mettre ce que vous avez envie de mettre dedans, et ça c'est très intéressant. Alors là où je rejoins complètement David aussi, c'est que nous on a souvent des réunions où ça part dans tous les sens, hein. Je pense que tout le monde a assisté à un conseil pédagogique, à un conseil d'enseignement ou à une AG où tout le monde dit moi je suis pas content pour ça, etc. et tout. On a tendance à prendre des notes, des mots, des phrases, c'est un peu compliqué. Après, on ne sait pas trop vers où on va aller, on ne sait pas trop ce qu'on doit retenir. On a beau faire des synthèses, sont... Là, l'IA, en quelques minutes, vous mettez brut de décoffrage toutes les idées qui ont été lancées et vous lui dites, tiens, réorganise, reformule, questionne éventuellement, dis-moi quelles sont les questions que toi, tu sortirais de cette réflexion qui a été commune. Et c'est vraiment impressionnant. On a fait, nous, cette année, l'évaluation du lycée, donc évaluation d'un lycée assez important. Hein. On a 72 formations. Difficile de dire à un moment donné, on va tout étudier, toutes les réflexions de tous les groupes de travaux. On met ça à l'IA, on lui dit est-ce qu'il y a des pistes communes, et il vous sort, il y a des questions pédagogiques, il y a des questions structurelles, il y a des questions sur l'emploi du temps, sur la gestion des élèves, sur la vie scolaire, etc. Et il vous les reclasse. Et c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, ça vous titille aussi dans votre réflexion. Alors moi, il y a une chose que je fais, c'est que je ne vais jamais lui demander d'écrire un texte sur un sujet. Imaginons que j'ai un conseil pédagogique sur l'évaluation, je vais pas lui demander, tiens, prépare-moi les thématiques qu'on pourrait étudier sur l'évaluation. Je commence par faire quelque chose que j'écris, sur lequel je voudrais travailler, et je lui demande éventuellement de l'analyser, de le réorganiser. Ça permet de laisser des oublis, mais ça permet de laisser des flous, des erreurs, mais c'est ça qui va faire le dialogue et qui va faire en fait que dans un conseil pédagogique, ce sera vivant, que les gens vont dire tiens, vous n'avez pas pensé à ça. Si vous lui demandez vraiment de tout écrire, il va aller chercher tout ce qui existe, et ce sera peut-être trop exhaustif, et à un moment donné, on perdra un petit peu ce côté où on peut faire des erreurs, on peut oublier, on peut mettre des priorités. Alors, contrairement, moi, au rapport d'inspection, alors vous savez qu'un chef d'établissement fait aussi beaucoup de rapports, notamment les CREP, les comptes rendus d'entretien professionnel de tous les agents qu'il a dans son établissement scolaire. On les fait tous les ans, c'est 8 pages. Dans les 8 pages, il y a des pages où, en fait, dans ce qu'on vous demande de remplir, c'est très proche entre les compétences de la technicité. Il y a des moments où on se perd un peu. Et en fait, là, l'IA a 2 intérêts. Le premier, c'est que quand vous avez écrit depuis 4 ans à peu près la même chose, parce que la personne que vous avez en face de vous peut être très bonne, hein, et vous avez envie de la valoriser, mais ça fait 4 années que vous dites qu'elle est exceptionnelle, etc. et tout, au bout d'un moment, c'est un peu lassant. Moi, je n'ai jamais réécrit la même chose d'une année sur l'autre. Je reprends toujours une page blanche. Mais je me suis rendu compte qu'avec l'IA, je gagne un temps fou, et que j'arrive à être un peu plus précis. Et je suis capable de lui dire, voilà, l'année dernière, j'ai écrit ça. Est-ce que tu peux, à partir de ça, insister cette année sur tel ou tel fait? Alors là, je prends un fait, il s'est passé ça cette année. Insister sur telle ou telle valeur que je pense que... et puis peut-être donner un conseil là. Et puis il va vous faire une proposition tout de suite, leur écrire en quelques secondes, et ça titille. Ça ne veut pas dire que je vais reprendre sa proposition à lui. Mais quand je vais lire ce qu'il me propose et ce que moi j'ai écrit, il y a des choses qui vont rester écrites dans ce que j'avais mis, et puis il va me donner des fois des idées en me disant, tiens, c'est pas idiot ce qu'il écrit. Et pareil, il m'arrive de lui dire, tiens, ok, réécris-moi, garde le fond, change-moi la forme, garde le fond, change éventuellement quelques mots, mais si tu changes des mots, explique-moi pourquoi. Et il va vous dire, là, vous avez utilisé expérimenté, vous aurez même mettre chevronné, ou vous avez mis chevronné, c'est peut-être trop fort par rapport à ce que vous dites derrière, etc. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant. Voilà. Alors après, moi, je suis très content de découvrir qu'il fait des erreurs, parce que comme ça m'oblige à chaque fois à toujours relire jusque dans le détail. Il fait des erreurs aussi quand vous avez des phrases complexes avec j'ai oublié comment on appelle ça là, mais en ancien instit, c'est grave de devoir oublier ça. Vous savez, quand vous rajoutez des phrases à l'intérieur des phrases, etc., lui, il fait pas forcément les bons accords. Il confond un peu, donc il faut toujours relire, c'est intéressant. Et puis, petite anecdote, on a reçu François Hollande qui est venu un petit peu... c'était pas vraiment prévu, on savait qu'il devait venir, tout à coup il est venu beaucoup plus vite que prévu. J'ai demandé à l'IA de me préparer en fait une biographie, et je lui ai dit, écris-moi une biographie sur François Hollande, mais adapte-la à des lycéens, et notamment c'était des élèves de CAP qui avaient organisé la visite, et je dis éventuellement à des élèves de CAP, en précisant le CAP
taper de mes élèves. Et là, c'est vrai que c'est intéressant parce que l'IA a contourné complètement en fait une biographie assez classique. Il s'est adapté au niveau des élèves en face. Il a fait quelques allusions à des choses qui pourraient intéresser dans la formation et dans la discipline des élèves. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Par contre, j'ai vu des grosses erreurs. Il disait par exemple qu'il avait été une seule fois député. Moi, j'avais un doute parce que pour moi, dans ma tête, je me souvenais qu'il avait même perdu une élection de députation, mais qu'après il avait été réélu. Donc je me dis, il a été au moins 2 fois. Donc j'étais sur le site de l'Élysée, j'ai découvert qu'il y avait bien une erreur. Et là, j'ai bien compris que c'est vrai que l'IA n'est pas intelligent, il copie, et quand il va taper François Hollande député, il va tomber à l'époque où il a parlé, ou à l'époque où il était plus connu, ou à l'époque où il se présentait à la présidentielle, et donc forcément, il y a des moments où il va pas tout voir. Donc voilà, donc c'est important de savoir que c'est toujours à réinterroger, et c'est toujours vous qui devez garder la main dessus, et voilà. Mais pour moi, c'est un vrai gain de temps. Je me rends compte aussi, vous savez, on perd des fois du temps, nous on écrit énormément, alors à toutes nos autorités, qu'elles soient ministérielles, qu'elles soient inspection académique, qu'elles soient rectorat, qu'elles soient les maires, le conseiller général, régional, etc. Vous savez qu'il y a des formules de politesse qui changent. Enfin, des fois, on perd 10 minutes à chercher quelle est la formule de politesse parce que j'écris un préfet. Là, vous dites, j'écris au préfet, n'oublie pas d'être poli, etc. À la fin, il vous sort la bonne formule de politesse. Et puis, voilà, c'est quand même un vrai gain de temps. Alors, je ne sais pas, Axel, si tu réserves tes remarques pour la fin ou si tu veux intervenir plutôt pour la fin. Alors, Amélie me dit qu'il y a quelques questions de la salle, donc on va peut-être en prendre une pour... Alors, une ou deux. Du coup, je vais être obligée de choisir. Je vais prendre la dernière. Qu'en est-il de la gestion des données personnelles, production d'élèves, rapport sur des personnes vis-à-vis des outils d'IA comme ChatGPT ou DeepSeek? Ah, c'est la colle. Après, il faut que vous disiez... Alors, à la fin de mon propos, je pensais déjà vous parler de l'intimité. C'est-à-dire que quand je fais un compte-rendu d'entretien professionnel ou quand je fais quelque chose qui concerne une personne, jamais je mets le nom de la personne. J'anonyme tout le temps. Parce que moi, j'ai bien compris que c'est un copier-coller et que ce qu'il est en train de copier, il le enregistre aussi. Il va le retenir, il va le redonner à quelqu'un. On en parlera tout à l'heure avec les limites de l'IA. Mais ça, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Alors, j'ai une petite expérience dans ma vie assez curieuse. J'ai travaillé dans les renseignements américains en Afghanistan en 2010-2011. Et en fait, j'ai découvert qu'il y a une porosité complète dans tout ce qui est mis à disposition des gens. Mais une porosité, alors que j'avais découvert aussi un jour, je cherchais dans mon lycée, dans mon collège, aller à Oulu en Finlande. Qui connaît Oulu? Personne. Voilà. Et moi, je cherche pour savoir comment on va à Oulu. Je rentre chez moi, j'ouvre un ordinateur qui a aucune liaison. C'est pas la même boîte mail, c'est pas le même serveur. D'un côté, c'est Apple, de l'autre côté, c'est du Microsoft. Et je me retrouve avec, je devais commander un bouquin d'histoire. Et en commandant mon bouquin d'histoire, le petit bandeau de côté me disait, vous cherchez à aller Oulu, promotion, Paris, Oulu. Voilà. Donc je me dis qu'il y a quand même des choses. Et je l'ai vu en Afghanistan où j'ai vu, en fait, simplement à partir de photos, à partir de Facebook, à partir de un livre ouvert. C'est-à-dire qu'ils vous prennent une photo et avec la photo, ils la rentrent dedans et ils ont accès à absolument tout ce qui existe, de Facebook en passant par Messenger, et sans aucun contrôle ni aucun filtre. Ils vous sortent en fait une biographie complète en disant cette personne-là s'appelle un tel, elle se fait appeler un tel, elle est à tel endroit, on l'a vu, on le voit régulièrement tous les mercredis à tel endroit, machin, etc. Et ça, je sais que ça existe. Donc, retenons ça. Dès que j'écris quelque chose sur quelqu'un, dès qu'il y a une donnée personnelle, je l'anonyme. Je dis Monsieur X, Madame Y, machin, etc. Et après, je dois m'obliger à retaper le nom. Mais ça, c'est vraiment nécessaire. Deuxième question. Quelqu'un demande s'il y a une référence bibliographique sur l'art du prompt. C'est une question piège. Alors, nous, dans les ateliers, j'ai eu la chance de voir 2 ateliers. Dans les ateliers, de nombreuses références ont été proposées, dont un très bon livre. Mais c'est toi qui l'animais, cet atelier, justement, sur l'art du prompt. Donc, tu pourras le partager. Et par ailleurs, le ministère publie chaque année une édition, IA, recherche et éducation, et dans lequel on pose des références et on choisit. Donc, c'est toujours un choix. Ça n'est pas exhaustif, on choisit les articles qui nous semblent les plus pertinents et donc naturellement, au cœur des préoccupations actuelles, il y a comment on va vers soit la science du prompt, soit l'art du prompt. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais donc voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup. Moi j'ai noté, je ne connaissais pas la référence que tu as partagée. Et nous, par ailleurs, on propose des ressources via les groupes thématiques numériques, donc des chercheurs qui travaillent avec des académiques et qui déblayent le terrain, explorent des sujets et proposent des pistes. Elles ne sont pas exhaustives, mais elles sont, je crois, qualitatives. Tu veux pas partager la ressource ? Alors, c'est pas forcément un livre qui est tourné vers l'enseignement, mais il est quand même utile. Il s'appelle l'IA textuelle en formation.
La collection J'ai oublié, c'est un livre vert, parce que je suis visuelle, avec un rond. Et c'est Lucie Dorn, D-H-O-R-N-E. Elle propose un livre augmenté avec des séries de prompts, mais elle fait réfléchir plus globalement sur le contexte dans lequel on peut les utiliser. C'est une mine d'idées. Si je peux rajouter une réponse, c'est que si on recherche sur Internet grand modèle de prompt, on va avoir comme résultat, on va dire, des guides qui nous permettent de comprendre la logique du prompt. Je dirais par exemple le modèle actif qui se résume à on dit à l'IA quel rôle elle doit jouer, dans quel contexte on joue et quel type de format de sortie on veut comme réponse. Très bien. Alors, on prendra encore une série de questions après, hein, sans difficulté, y compris si éventuellement il y en a dans la salle, mais je le rappelle, hein, vous aviez le QR code, vous pouvez les poser. Y a-t-il, selon vous, des limites, des lignes rouges à ne pas franchir quand on utilise l'IA dans un cadre pédagogique ou un cadre administratif dans le domaine de l'éducation? Peut-être commencer par Monsieur Laporte. Oui, alors la première ligne rouge, c'est de penser qu'il existe que des IA génératives, alors que en matière d'éducation, on a aussi des IA analytiques, prédictives, et dans le premier degré, on a des applications qui sont capables de détecter des signaux faibles, et c'est-à-dire de détecter des difficultés qu'un enseignant ne pourrait peut-être pas voir de prime abord, et de proposer des remédiations. Mais, encore une fois, pilotées par l'enseignant. La deuxième ligne rouge, c'est de ne pas respecter le règlement général de protection des données. La question a été posée tout à l'heure. On ne met pas le nom d'un élève, d'un parent dans ChatGPT. On y met encore moins sa copie ou sa production. J'ai l'exemple, moi, d'un directeur. Il était un peu échaudé par le message d'un parent. Il a eu à la fois un bon réflexe et un mauvais réflexe. C'est que son mauvais réflexe a été de mettre sa réponse aux parents dans ChatGPT en mettant le nom du parent et le nom de l'enfant. Le bon réflexe, c'est que cette façon de faire lui a permis de tempérer ses propos dans sa réponse. L'autre ligne rouge, ça serait de faire une confiance aveugle dans ces IA, parce que il y a quand même deux impacts qu'il faut, à mon sens, garder en tête. Le premier impact, c'est l'impact écologique. Les solutions grand public, ChatGPT, Gemini, Perplexity, sont de grandes consommatrices de ressources énergétiques. Et à cet effet, le ministère de la Culture a mis à disposition un outil qui s'appelle Compare IA et qui permet de comparer non seulement les résultats entre deux modèles d'IA, mais également leur impact écologique. C'est pourquoi on parle de plus en plus d'utiliser, de développer des solutions où on diminue le nombre de paramètres et où on consomme donc moins de ressources. C'est le cas par exemple du projet Lucie ou du projet en dessous. L'autre impact à avoir en tête, c'est l'impact éthique des sources qui alimentent ces modèles d'IA. J'ai deux exemples pour ça. Lors du mois de février, le réseau social X, donc anciennement Twitter, qui appartient à Elon Musk, a sorti sa version 3 de l'outil Grok. Alors, le premier danger de cette IA, c'est qu'il y a une très faible modération, et donc en 10 secondes, je peux demander à cette IA de générer une image tout à fait plausible de Vladimir Poutine en train de danser un tango avec Monsieur Zelensky. C'est peut-être marrant, mais derrière ça, il y a l'idée que
on peut propager encore plus facilement des fake news. Et donc, il y a une réelle nécessité, en tout cas chez nos élèves et chez les citoyens, de développer leur esprit critique. L'autre enjeu aussi, c'est que lors de la sortie de Grok 3, il y a un ingénieur donc de X qui a cru bon de rajouter une ligne de commande, et il était impossible que l'outil d'IA fasse des commentaires négatifs à l'encontre de Elon Musk ou bien de Donald Trump. Donc, ça cache aussi, derrière, il y a cette idée qu'une source, on doit faire attention si elle n'est pas totalement neutre. Et c'est pour ça que des projets justement comme Lucie sont intéressants, parce qu'ils sont totalement transparents sur les sources. L'autre danger éthique, c'est aussi comment ces sources ont été entraînées. Si je prends l'exemple de OpenAI, donc qui est le propriétaire, le développeur de ChatGPT, récemment j'ai vu, et c'est encore disponible sur France 2, un reportage qui s'appelait les sacrifiés de l'IA. Et donc ce reportage nous expliquait que OpenAI, pour entraîner son modèle, a embauché ce qu'on appelle des data trainers, souvent dans des pays défavorisés, et pour entraîner son modèle à comprendre ce qui était bien et ce qui était mauvais, a laissé ses employés faire face à longueur de journée à du contenu dit criminel, et souvent issu aussi du dark web. Donc moi personnellement, après avoir vu ça, ChatGPT, c'est fini pour moi. Je ne veux pas utiliser un outil qui a été entraîné avec du contenu illégal. Alors, pour moi, les lignes rouges, elles vont se faire effectivement. Enfin, je rebondis aussi sur les enjeux de la protection des données personnelles, donc que ce soit pour faire des bulletins ou pour faire des corrections de copies, sachant que c'est des pratiques qui peuvent exister. Alors, notamment dans les pays anglophones aussi, avec des corrections de copies, parce qu'il y a aussi des épreuves qui sont un petit peu différentes. Moi, je sais que je travaille sur la rétroaction, mais pas sur la correction, qui doit toujours être humaine aussi. Après, est-ce que c'est une ligne rouge ou est-ce que c'est un conseil d'utilisation? C'est véritablement apprendre à utiliser ces intelligences artificielles comme des outils qu'on peut choisir, qui ne vont pas être systématiques, du coup, qui ne vont pas venir forcément remplacer la manière de faire cours, de transmettre une connaissance, mais qui peuvent être une alternative intéressante à certains moments, ou pas à d'autres, en tout cas. Donc, véritablement, elle considérait que c'est un outil pédagogique au service des enseignants, qu'ils et elles peuvent utiliser quand c'est pertinent, quand c'est souhaité, quand ça peut faire un gain de temps, ou en tout cas quand il y a un intérêt pédagogique dessus. Donc c'est véritablement revenir sur cette notion d'outil. Avec les élèves, les lignes rouges sont assez claires aussi. Voilà, j'enseigne l'histoire et la géographie. Je traite de sujets qui sont parfois sensibles, qui sont parfois soumis aussi à des controverses. Donc on est sur la vérification permanente des sources aussi. L'utilisation de plateformes d'intelligence artificielle va toujours avec la critique des réponses qui sont données, qui sont parfois des synthèses un petit peu trop synthétiques pour le coup, qui ne laissent pas voir la complexité de certains éléments. Donc là encore, c'est pas forcément une ligne rouge, mais plus une question d'utilisation. En fait, quand on utilise cette ressource-là, c'est un outil qui ne réfléchit pas. Donc on l'utilise en contexte et en mettant en tout cas un cadre qui doit être précis et bien compris par les élèves. À peu près dans le même veine, dans les questions de créativité, parce que tout à l'heure on parlait de SACEM et de droit d'auteur, c'est intéressant aussi. Moi je sais que je ne fais pas de génération d'images pour illustrer mes diaporamas avec de l'IA. Je préfère, ou alors je le fais pour des exercices en tout cas, pour montrer des exercices d'esprit critique, notamment sur la ville de demain. Je l'avais fait avec des 6e, où on a essayé de voir ce que pouvait donner leur production écrite. Puis, eux-mêmes se sont rendus compte que les productions étaient esthétiques, mais qu'en tout cas il y avait des manques, il y avait un manque. C'est la question de la créativité, elle se pose là aussi. Donc
En termes d'usage, savoir faire le tri est important aussi. Et dans mes pratiques professionnelles, donc qui sont aussi axées sur la différenciation des supports, la méfiance à avoir, c'est sur l'ensemble des ressources qui existent en fait sur Internet, notamment des prompts de différenciation dits tout fait, clé en main, etc., qu'il faut savoir vérifier, qu'il faut savoir contrôler, qu'il faut savoir tester. Alors certains sont extrêmement bien faits, vont permettre effectivement, on en parlait ce matin, de différencier des contenus de cours de manière extrêmement performante pour des élèves qui sont porteurs de handicap qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, effectivement, c'est assez exceptionnel et ça a une véritable utilité. Après, toujours à tester en amont et expérimenter pour voir si ça correspond vraiment aux pratiques que vous cherchez. Donc, sachant que là, celui qui est celle ou celui qui a la maîtrise du coup de la production finale, c'est le professeur qui va donner ce cours-là et qui du coup connaît, qui sait à quelle question il veut répondre. Donc c'est un petit peu ça, plus qu'une ligne rouge encore une fois, une recommandation d'usage que je peux faire par la pratique. Voilà, je ne reprendrai pas les questions d'éthique et de sécurité, mais qui sont évidentes. Jamais oublier qu'on a une identité numérique et qu'on se construit, donc on ne doit pas la construire à la place de quelqu'un. Et donc si vous parlez de quelqu'un, forcément, vous construisez malgré lui son identité numérique, même en diffusant des images, des photos, etc. Donc ça me paraît important. Peut-être moi plus insister en tant que chef d'établissement sur l'équité d'accès en fait à l'IA et s'assurer en fait que tous les élèves aient un accès au moment voulu. S'assurer aussi qu'il y ait une progression commune, qu'il n'y ait pas des élèves qui, à un moment donné, parce qu'un enseignant est beaucoup plus performant et geek, il est né avec ça, leur permet d'accéder à des choses que d'autres élèves ne verront jamais. Vous avez tous des collègues, on a tous des collègues qui sont déjà perdus par Pronote, donc on imagine bien que quand on leur parle d'IA, pour l'instant, ça leur fait peur. Donc il faut que nous, on mette en place des formations adéquates pour que tout le monde ait un minimum, peut-être. Et là, je pense que nous, il faut qu'on soit vigilants pour que cette formation minimale soit donnée aux élèves, mais que les élèves aient accès. Alors je vais prendre un exemple tout simple. On a dit tout à l'heure que je revenais de Mayotte. À Mayotte, vous avez plus de la moitié des élèves, pour pas dire 80-90% dans certains lycées. Moi, j'étais dans un lycée professionnel du bâtiment où 85% des élèves n'ont pas d'électricité chez eux. Donc il est hors de question de leur demander de faire un travail sur l'IA en dehors du lycée. Et encore, dans le lycée, vu Chido, vu les problèmes, il y a 12 ordinateurs qui fonctionnent pour 870 élèves. Forcément, je sais que je vais pas pouvoir demander la même chose. Donc si aujourd'hui, on réfléchit à un niveau national ou à un niveau de programme, il faut bien tenir en compte que peut-être que dans certains départements, c'est un département français, on n'aura pas le même accès. On sait que dans le Nord, il y a certains endroits où on a peut-être moins de numérique que dans d'autres endroits, vous le savez bien. Donc l'éthique me paraît important. Et ce qui me paraît vraiment très important aussi, c'est les moments où on va utiliser. C'est-à-dire que moi, je suis absolument persuadé qu'on peut plus s'en passer de l'IA. On y est, on en a besoin, c'était une révolution dans laquelle on est, sinon on va passer à côté. Mais par contre, il y a des moments où il faut se l'interdire. Il y a des moments où il faut rappeler à l'élève que sans mémorisation, on ne peut pas développer un esprit critique. Si je n'ai pas mémorisé, si je n'ai pas appris les choses dans ma tête, je ne vais pas pouvoir à un moment donné confronter ce que je pense à ce que me propose la machine. Et donc il est nécessaire de définir, alors peut-être à un niveau national, peut-être à un niveau, mais à quel moment un jeune peut utiliser en toute autonomie l'IA. Pour moi, c'est autour de peut-être 15 ans, vous voyez. Ça ne veut pas dire qu'il n'y touchera jamais avant, mais ça veut dire que ce qu'il fera avant ne sera pas les mêmes choses qu'il fera à partir de 15 ans. On peut pas. Et ça me paraît vraiment important. À quel moment on donne accès, à quel moment. Et puis, dans le quotidien, vous l'avez dit tout à l'heure, mais souvent, nous, on est interpellés par des enseignants pour des histoires de triche. Moi, 80% des histoires d'IA dont on m'a parlé aujourd'hui, c'est ils trichent, ils utilisent l'IA, ils trichent. C'est souvent ce qu'on nous explique. Donc là, moi, ça m'interpelle sur plein de choses. Déjà, c'est qu'il y a des IA payantes qui sont beaucoup plus performantes que d'autres. Il y a des IA, on a beaucoup plus de mal à voir la triche que d'autres parce qu'il suffit il suffit aussi de rajouter quelques prompts en disant je ne veux pas que ce que tu as écrit se retrouve facilement, etc. Mais un peu d'originalité, mais un peu ceci, etc. et tout. Et ça devient plus difficile de contester et de trouver la triche. Et voilà. Et je pense en fait qu'il y a vraiment des moments, et il y a des moments dans la classe, il faut absolument interdire en disant là c'est une évaluation, l'IA est absolument interdit, même si on a pris l'habitude de l'utiliser. Voilà. Donc ces moments sont importants pour moi. Voilà. Alors, une réflexion aussi pour compléter le propos de Christophe, l'utilisation répressive de l'IA. Je vous donne un exemple, je suis inspecteur référent en début d'année, en septembre, j'ai un chef d'établissement qui me dit « Ah, monsieur l'inspecteur, vous allez être content, j'ai déboursé 10 000 € pour payer un logiciel à tous mes enseignants qui vont pouvoir enfin détecter l'utilisation de l'IA dans les DM. Dans les devoirs maison, comme ça, ils vont pouvoir le détecter, puis ils vont pouvoir les sanctionner, mettre 0. » Ce qui me fait penser qu'en fait, c'est une pratique
qu'on voudrait avoir, peut-être pour certains, pour se faciliter la tâche, parce que l'IA, c'est complexe. Mais c'est certainement pas la bonne pratique. Il ne faut pas avoir une utilisation répressive de l'IA. L'IA, elle est là, il faut faire avec, il faut travailler avec eux. Moi, la réflexion que j'ai envie de donner à ces enseignants, c'est si vous donnez un devoir maison, pourquoi vous donnez un devoir maison ? Et de réfléchir à ce qui est un devoir maison, où on laisse à l'élève le temps et les ressources nécessaires. Et je vous assure que moi, j'ai des neveux qui, comme ressources, appellent monsieur l'inspecteur quand ils ont un DM en SVT. Et ils ont raison, puisqu'ils le font à la maison. Le prof de SVT donne un DM à SVT, ils appellent l'inspecteur de SVT. Et puis c'est pareil pour les profs de maths et c'est pareil pour tous les autres profs. C'est-à-dire que quand on donne un devoir maison, il faut bien savoir ce qu'on donne aux élèves. On donne à l'élève le temps et les ressources qu'il a en quantité limitée ou illimitée. Et là, il y a de l'inéquité, et on rejoint ce qu'on a dit, mais pour finalement faire son DM. Et donc, il faut réfléchir. Et c'est ça qui est important. La ligne rouge, c'est de confier sa réflexion à l'IA. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai un collègue inspecteur qui s'amuse dans des formations à prendre en diaporama. Alors, les diaporamas, il fait des photos, des diaporamas qui sortent d'une formation. Et puis, il le donne à son IA, puis il dit fais-moi une synthèse et sors-moi 3 axes de travail. Très bien, on sort 3 axes de travail. Effectivement, les 3 axes de travail sont pertinents par rapport à la formation qu'on a eue. Mais ça ne dédouane pas l'inspecteur de réfléchir. Or, à faire des pratiques régulières comme ça, finalement, c'est un gain de temps. Or, on n'a pas de temps. C'est une facilité. Or, pourquoi se compliquer la tâche quand on peut se la faciliter ? C'est vraiment être quelque chose de plus facile. Et donc, ce qui est compliqué finalement, c'est de dire attention, l'IA n'est qu'un outil et il ne faut pas que ça m'empêche de réfléchir. Si ça traduit, si l'IA est fait à ma place une réflexion, c'est que ça va pas du tout, c'est que je vais pas y arriver. Parce que mon boulot à moi en tant qu'inspecteur, par exemple, quand je fais un rapport d'inspection, je réfléchis à ce que je mets. Quand je fais une note au recteur, je réfléchis aux intentions que je veux montrer à la rectrice. Quand elle fait un discours et qu'on écrit des éléments de langage, on donne une volonté. Si on fait générer tout ça par l'IA, on aura quelque chose qui ne sera pas réfléchi. Donc l'IA, il faut l'utiliser avec les profs, mais il faut faire attention à ce que ce ne soit pas une substitution de réflexion. Alors, Amélie, je crois qu'il y avait une remarque ou une interpellation du public. Alors oui, il y avait une question qui portait en fait sur la représentativité. Je vais essayer de transcrire en espérant que je ne trahis pas. Le fait qu'il n'y ait pas de parents représentés dans cette table ronde et vous ne pensez pas que ce soit, je cite, ethnocentré. C'est ça ? Ouais. Axel pourra répondre. Hein. L'idée, Jérôme, c'est... Oui, alors là, on était vraiment sur l'utilisation de l'IA en éducation dans l'acte pédagogique. Ouais, je suis désolé, Jérôme, mais le temps est vraiment compté. Il est 16h32. On pourra poursuivre la discussion après, il n'y a aucun souci. Mais je veux absolument pas empêcher Axel Jean de témoigner. Et de rebondir sur tout ce qui a pu être dit. Alors, vous avez raison, hein, les parents sont évidemment dans la communauté éducative et ça a été abordé dans quelques ateliers dans l'adaptation des contenus. Par exemple, en français facile à lire et à comprendre pour des familles allophones qui arriveraient en France. Là, vous avez un outil qui nous permet d'adapter des contenus à la volée, suivant l'origine des familles. Et vous le savez bien, le ministère en particulier n'est pas le champion du monde pour produire des textes hyper simples à comprendre dans des attendus. Donc là, on peut des fois adapter des contenus pour les publics que l'on adresse. Alors juste quelques éléments, parce que c'était vraiment très très riche les échanges. Je veux juste revenir sur un constat. J'ai eu la chance d'être invité l'année dernière et cette année, et donc je vois aussi un différentiel. Vous connaissez sans doute tous le modèle SAMR. D'abord on substitue, puis on adapte, puis on modifie, puis on reconstruit, on redéfinit des activités. La première année, pas que vous, mais dans les premières découvertes, on était beaucoup dans comment je fais à la place d'eux, avec des IA génératives. Comment je délègue une
partie de ma tâche, de ma pratique pédagogique, de ma pratique, de mon geste métier à l'IA. Là, ce qu'on a vu dans les ateliers cet après-midi, c'était des discussions plus avancées autour de comment j'augmente ou j'améliore mes pratiques et comment elles commencent à être modifiées. Et plusieurs d'entre vous, vous l'avez dit aussi, comment en tant que chef d'établissement, en tant qu'inspecteur, en tant que formateur, j'ai une sorte de relation dialectique des fois, un échange avec quelqu'un qui me répond, quelque chose, en l'occurrence un modèle, et qui me permet de me questionner moi-même sur mes propres pratiques. Ça, c'est un point qui a été abordé, que je trouvais assez notable et qui témoigne d'une chose relativement importante et que je tiens à dire ici, c'est que très souvent, vous avez des formations qui sont proposées en académie qui sont très en avance de phase avec ce que pensent les États, donc les ministères. Comme j'ai la chance de travailler avec mes collègues européens, je constate qu'en académie, vous avancez bien plus vite, plus sereinement, parce que vous confrontez des regards d'inspecteurs, de chefs d'établissement, de formateurs, de professeurs, de DRAN, de formation initiale, au contact du terrain et de ce qui se passe vraiment dans les classes. Au ministère, il y a tous les fantasmes qui circulent, est-ce qu'il est urgent d'attendre que ça passe, par exemple. Vous voyez ce genre de choses, et ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'en académie, vous avez un temps d'avance sur la réflexion pratiquée. Alors je le dis sereinement ici parce que je suis souvent invité ici et j'apprécie de venir ici, mais en fait ça se produit évidemment dans d'autres académies, mais il y a quand même des académies qui sont plus emparées du sujet que d'autres, et je pense que c'est un coup d'avance extrêmement utile, sinon on est seul face à quelque chose de gigantesque qui impacte toute la société. Je crois que c'est vous qui le disiez sur la solitude peut-être qu'on a parfois dans nos tâches. Un chef d'établissement, il est seul chef d'établissement, il n'a pas un bureau, enfin une salle des chefs d'établissement où il peut venir prendre un café et dire au fait, moi j'ai cette problématique-là, qu'est-ce que tu en penses? Donc là, il peut avoir un assistant auprès de lui, neutre, disponible 24/24, qui est capable de travailler sur des textes réglementaires et évidemment avec l'intelligence de chacun, de mettre à distance et de trier le vrai du faux en fait par rapport à ça. L'autre point, je crois que c'est la collègue qui l'évoquait, c'est que vous évoquez des pratiques sur une temporalité intéressante avant, pendant la pratique et après la pratique. Ça, c'est très nouveau. C'est très très nouveau parce que souvent avant on était dans le je m'assiste par de l'IA pour créer quelque chose qui est le support de cours ou l'activité que je propose aux élèves. Et là, ce qui a été évoqué plusieurs fois, c'est avant, j'anticipe, j'adapte mes contenus, je propose des activités avec des modalités différentes, et après je me questionne, etc., etc. Ou y compris sur, j'ai fait une inspection, je me questionne sur une synthèse, comment j'ai évolué dans des pratiques ou des notes que vous avez prises, quelle dynamique il y a, est-ce qu'on reste statique face à ces pratiques, ou en l'occurrence, est-ce qu'on se questionne? Ça veut dire que là, on a quelque chose d'assez surprenant par la technologie, on se met un immense miroir, plutôt de qualité, en fait, parce qu'il est dans du langage plutôt soutenu, et on re-questionne nos pratiques. Alors, il n'y a pas le miroir dans l'autre sens. Dans l'autre sens, la machine fait du surplace, mais nous progressons si nous nous servons correctement de ce type d'outil qui nous renvoie quelque chose, qui nous fait un feedback, soit aux élèves, soit aux professeurs, soit aux formateurs, soit au chef d'établissement, soit à l'inspecteur, soit au ministère. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, d'avoir cette posture réflexive qu'on espère tous, mais qu'on ne prend pas toujours tous le temps de faire, dont on ne dispose pas forcément tous du temps de formation. Et là, à disposition, on a ces éléments-là. Je saute tout de suite sur la contrepartie de ce que je viens de dire, a été évoqué les communautés apprenantes. On travaille en groupe, en tri-run, on travaille entre professeurs sur le champ, on discute entre collèges d'inspecteurs. Vous étiez quand même seul sur la solitude face au chef d'établissement, mais ça, c'est la définition du chef d'établissement, solitude, et avec quelques outils. Non, vous avez quand même une équipe, j'exagère, vous avez évoqué votre équipe pédagogique, etc. Mais cette communauté apprenante, c'est le moyen d'aborder des choses complexes qui ne sont pas beaucoup documentées. On n'a pas le guide parfait de « tiens, il y a une révolution industrielle avec de l'IA générative, chapitre 1, je suis chef d'établissement, chapitre 2, je suis inspecteur, etc., etc. » Donc on ne peut apprendre que parce qu'on fait communauté, et communauté apprenante, évidemment, ces journées ne suffisent pas, mais elles contribuent fortement à faire un pas dans la bonne direction. Et comme vous enchaînez ce type de journée, en particulier dans votre région académique, eh bien évidemment, vous progressez. Et en l'occurrence, je le redis, je crois que vous progressez bien plus vite en académie qu'au niveau ministériel, ou je le dis clairement aussi, qu'au niveau européen sur ces sujets-là. Donc la temporalité, c'est un point central. L'effet de interface homme-machine, ça a été dit pas comme ça, mais je veux dire c'est important de se dire que l'étape d'après, c'est comment on place la machine à la bonne place, pas en dessous parce qu'elle servira à rien, pas trop en dessous, mais pas non plus au-dessus de nous parce que aucun doute pour nous de la chaîne de valeur. L'humain, l'expert, c'est le professeur, c'est le chef d'établissement, l'inspecteur, etc., etc. Par contre, la machine peut me renvoyer, tiens, il y a peut-être des chemins que tu n'as pas envisagés. Tiens, je remarque que tu utilises toujours ce vocabulaire-là, peut-être que tu pourrais le préciser, etc., etc. Voilà tel parcours, etc. Donc en fait, cette relation homme-machine
doit être pensé dans un temps long, et pour le penser correctement, comme c'est très peu documenté, sincèrement, ça ne peut se faire qu'entre communautés apprenantes qui se posent des questions, qui n'obtient pas toujours la réponse, mais qui continue à se poser des questions et qui ne renonce pas à se poser ces questions-là. Donc ça, c'était un point très important pour moi sur la temporalité, le temps qu'on doit s'accorder sur un temps long. L'interface homme-machine, j'en ai parlé. Vous avez dit, et je suis très sensible à ça, un outil qui permet d'augmenter notre précision professionnelle. Je crois que c'est le cas, et tous, quel que soit notre degré d'expertise sur nos métiers, on a quelque chose qui nous permet comme un sparring partner, comme une sorte de... Oui, comme pas un tuteur, mais au sens de interaction avec cet outil-là, parce qu'il a une immense base de connaissances. Et comme c'était montré en atelier, on peut choisir les sources sur lesquelles le service doit s'appuyer via les systèmes RAG, ça a été proposé dans plusieurs ateliers, vos sources, vos contenus, et la machine génère à partir de vos sources et vos contenus parce que vous êtes expert pédagogique. Enfin, la triche, je passe rapidement, mais vous avez raison, si on pouvait ne pas perdre trop de temps sur les choses qui font vraiment plaisir aux médias et qui occupent trop l'espace de réflexion, parce que ça existait avant, on aurait dû se poser ces questions depuis bien longtemps, et en fait, à nous de faire évoluer notre manière d'évaluer. Si on ne le fait pas, on se condamne clairement à évaluer des robots. Et ça, nous, on a autre chose à faire de plus intéressant que d'évaluer des robots. Donc il faut qu'on soit vraiment précis là-dessus, et le dernier point est stratégique sur les limites et les lignes rouges, il y en a plein. Le seul moment où on peut construire justement des codes de conduite, des bonnes pratiques, nous, professionnellement, et pour les proposer aux élèves avec les opportunités qu'il y a à la clé, mais évidemment pas en faisant n'importe quoi. C'est pas le Far West, même si certains en rêvent. Donc en fait, il faut qu'on forme, nous, des citoyens. Ces lignes rouges, le seul moyen de les définir correctement, bien sûr que ce sera à l'Assemblée par la loi, mais d'abord au quotidien, c'est à l'école que ça se passera. Si ça ne se passe pas à l'école, le danger, il est à très 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 court terme. À très court terme. Donc voilà, les enjeux, vous les abordez vraiment. Moi, je suis admiratif de ce que vous arrivez à proposer dans la variété. C'est très, très... vous proposez plein de choses où chacun peut venir découvrir en débutant ou en allant très loin. Entre le matin, c'était vraiment un joli tour d'horizon de ce qu'on pouvait faire en amorçant une réflexion. Et l'après-midi, le collègue est allé très, 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 très loin sur des pratiques en faisant son propre robot, etc. etc. Bon, vous savez gérer l'hétérogénéité, ce qui n'est pas souvent le fort d'un ministère. Et ce genre de points, c'est tout à votre honneur d'arriver à proposer ce genre de cadence et surtout continuer à travailler en communauté. Ça sera le seul moyen de le faire tant qu'on n'a pas suffisamment documenté ces technologies émergentes qui changent nos gestes professionnels en fait. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le modèle SAMR. On est dans une étape où le métier d'enseignant restera déterminant pour tenir notre société dans des bases démocratiques, mais clairement, chacun, on doit, avec ce miroir technologique, se dire en quoi mes gestes professionnels peuvent évoluer ou ne doivent pas évoluer. Et donc, c'est toutes les limites et lignes rouges que vous avez fixées. Clairement, ne pas trop déléguer à la machine, mais parfois rester assisté par elle. Ça présentera toujours des atouts précieux pour tout le monde. C'était très rapide, ça ne résume pas du tout. C'était juste, je voulais faire quelques focales sur des points que vous avez abordés dans la journée et évidemment cette table ronde. Merci à vous encore pour l'invitation et pour la qualité de vos échanges. Un grand merci Axel. Alors je vous précise que la journée a été enregistrée, tout ce qui était, alors à part les ateliers évidemment, donc si certains de vos collègues, on fera un mail pour résumer tout ça, si certains de vos collègues veulent regarder, n'hésitez pas à les renvoyer vers l'enregistrement. Moi je suis très content que ce soit enregistré parce que dans quelques jours j'ai mon compte rendu d'entretien professionnel avec la rectrice et Axel Jean a dit à plusieurs reprises que l'académie était en avance sur le ministère, vous l'avez bien entendu, donc je vais me servir de l'enregistrement pour ce crêpe. Et juste une chose, alors remercier à nouveau tous les participants, enfin tous les intervenants, l'aspect en particulier pour l'énorme travail d'organisation, la captation, etc. Et je l'ai promis à Clément Fantoli, j'ai remis le QR code de la CREA, parce que visiblement il attendait 60 participants. Moi j'ai fixé la barre à 120, donc si vous pouvez photographier le QR code, le diffuser auprès de vos collègues et les inciter à rejoindre cette communauté de réflexion, ce sera parfait. Un immense merci à toutes celles et tous ceux qui sont restés avec nous jusqu'au bout. Je pense qu'on a vécu une belle journée et rendez-vous certainement l'année prochaine. Bon retour dans vos établissements ou à vos domiciles et à bientôt.